de l'art. Qu'est-ce que le conservatisme? C'est la grande question que tu nous poses aujourd'hui, Philippe Lorange, qui est étudiant à la maîtrise en sociologie. Alors, ça mange quoi, ça, en hiver? Beaucoup de choses, encore une fois. Mais, Beaucoup de choses, ouais, c'est ça. Complexe réponse. En effet. Mais donc, le sujet m'est venu en tête suite à notre discussion sur le livre de Denise Bombardier, parce que tu me disais quelle est la solution à ce chaos des repères dans les relations hommes-femmes. J'aime voir le sourire qui pointe dans ton visage. Faut vraiment aller voir. C'est le fun à écouter, mais faut aller voir le balado avec l'image pour voir le sourire de Philippe qui pointe pendant sa réflexion suite à une discussion qu'on a eue, suite à un échange qu'on a eu. C'est pas mal rigolo. Tout à fait. Puis il y a une auditrice que je connais qui m'a rejoint pour dire qu'est-ce que tu entends par le conservatisme. Donc je me suis dit, on va profiter du vendredi pour expliquer qu'est-ce que ça signifie. Même si je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai quand même lu sur le sujet. Donc, tout d'abord, sachons que le conservatisme tel que nous le connaissons aujourd'hui vient de la Révolution française. Parce que la Révolution, c'était justement des bourgeois qui voulaient en finir avec l'aristocratie, la monarchie. Donc, le conservatisme naît en réaction vis-à-vis de la Révolution française par notamment des aristocrates qui disent, regardez, l'ancien régime, l'ancien monde avait du bon. C'était pas juste la dictature, puis c'était pas juste mauvais, c'était pas juste un monde de privilèges, ça avait aussi du bon. Puis il faudrait préserver quelque chose de ça pour le monde d'après. Et c'est notamment ce qui se reflète dans la pensée d'un Edmund Burke, donc qui est considéré comme l'un des pères fondateurs du conservatisme, qui était un Anglais et qui regardait ce qui se passait en France, qui disait, là, ça n'a pas de sens. Là. Les Français abattent leur roi, ils coupent la tête de leur roi et de la reine, ils laissent croupir en prison le fils, l'héritier, qui a seulement 5 ans. Ils mettent même des têtes sur des pics. Donc, il disait, ça n'a aucun sens ce qui se passe là-bas. Il était un peu scandalisé du niveau de révolution. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié quand ils ont décidé de virer la monarchie. Non. Là. Tandis que les Anglais, justement, nous montrent qu'ils ont une tradition quand même assez conservatrice, parce qu'au fil du temps, c'est un pays qui a plus tendance à se réformer plutôt que faire des révolutions. Donc, l'Angleterre a encore aujourd'hui son roi, j'allais dire sa reine, mais donc, il y a toujours la monarchie qui est bien présente puis qui est importante dans les symboles. Il faut savoir que c'est pas juste une fonction symbolique, c'est-à-dire qu'il y a toujours, ou autrement dit, les symboles jouent toujours de manière importante dans l'imaginaire collectif. Et les Anglais l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils ont gardé la monarchie. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme penseur à part Edmund Burke? En France même, il y a François-René de Chateaubriand qui était présent, qui a assisté à des scènes de révolution et qui lui-même était un homme qui prônait plutôt la monarchie. Mais bon, après les révolutions françaises, il accepte l'état des faits et il se demande qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de la situation. Donc, lui-même, c'est plutôt un partisan d'une monarchie, qu'on va dire, parlementaire. Donc, lui-même, il pensait qu'il fallait comme restaurer le roi. C'est ce qui s'est passé par ailleurs après la Révolution française. On sait qu'il y a eu Napoléon qui a voulu concilier la monarchie et la démocratie en faisant avenir l'Empire. Donc, il s'est sacré lui-même empereur. Et après ça, il y a eu une restauration monarchique pendant plusieurs décennies avec Louis XVIII, Charles X, puis après, il y a eu Louis-Philippe Ier. Donc, sur le coup, la Révolution française, après ça, dans les décennies qui ont suivi, la monarchie est quand même revenue pendant un bon bout de temps. Donc, au final, le conservatisme a réussi à... C'est ça, le conservatisme, dans le fond, c'était l'idée qu'il faut que dans le monde d'après, on maintienne quelque chose. C'est une stabilité. C'est ça. On a une recherche d'ordre, de stabilité pour garantir la liberté. Parce que la liberté pure ne mène qu'au chaos. Tandis que le conservateur dit, si on veut qu'on ait la liberté, il faut d'abord qu'il y ait un ordre qui soit présent. Donc, c'était pas négatif. Vous êtes conservateur, on a tendance à associer ça à une certaine forme de... c'est un terme des fois qui est un peu négatif aussi. Dire quelqu'un qui est conservateur, c'est quelqu'un qui est rétrograde, qui refuse la modernité, qui refuse d'avancer, qui refuse de s'ouvrir. Tu sais, des fois, on a tendance à l'associer à ça aussi. En effet, ça nous prouve qu'on vit sous une idéologie dominante qui est très progressiste, qui nous dit qu'il faut toujours aller plus loin, toujours bouger, toujours progresser, innover. Est-ce qu'on peut être progressiste et conservateur à la fois? Il y a déjà un parti qui s'appelait le Parti progressiste conservateur. Voilà. Mais c'est-à-dire que quand on regarde la philosophie conservatrice, on est dans l'idée, je pense que la devise qui représente le mieux cette philosophie politique-là, c'est réformer ce qu'il faut et conserver ce qui vaut.
Donc, ce qui a besoin d'être réformé doit être réformé et ce qui a de la valeur doit être conservé. Donc, le conservateur, c'est celui qui comprend que ces deux tensions-là font partie de la condition humaine. Il faut à la fois progresser et conserver certaines choses. Ces deux tensions contradictoires doivent demeurer, sinon on tombe dans soit avec un conservatisme trop fort, ben là, on est dans une société figée, ou dans un progressisme trop fort, ben là, on tombe dans le chaos, dans une société qui ne se comprend plus elle-même. Donc, est-ce que ça s'applique à l'individu aussi, ou oui. là, tu le vois dans une perspective sociétale seulement? Je pense qu'on peut souvent faire des parallèles entre ce qui se passe au niveau collectif et au niveau individuel. Dans la vie d'une personne, en effet, on garde toujours le même nom tout le long d'une vie. C'est un grand débat. Hein? Toi, tu as fait socio, moi, j'ai fait psycho. Donc, c'est toujours des fois, il y a une espèce de lecture, c'est un paradigme qui est différent aussi, mais je trouve ça intéressant. Je me disais, c'est vrai que comme individu, dans ma tête, ça peut s'appliquer aussi de dire... on souhaite progresser, mais si tu enlèves la partie, justement, conserver certains acquis, ben là, on se retrouve sur des échanges qu'on a eus de dire t'as plus de repères, t'as plus de racines, donc là, tu progresses, mais tu sais pas vers où... Tu sais, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Exactement. Puis justement, mettons, juste nous deux, là, on a toujours le même poste à chaque jour, mais à chaque jour, il y a quand même une évolution, il y a toujours un progrès quand même. Mais il y a quelque chose qui se conserve, c'est que le poste demeure. Mm-hmm. Donc, il y a à la fois conservation et progression. Donc, ces deux tensions-là sont toujours présentes à la fois chez l'homme et dans les collectivités. Puis donc, pour chez l'homme ou chez l'humain? Ben, chez l'être humain. Le mot humain dérive d'homme. C'est tellement à propos que je te pose la question à toi. Non, mais l'homme au sens générique. Donc, tu vas me faire une chronique là-dessus. Là. Homme avec un grand H ou exactement. Homme. L'homme au sens générique. T'es trop jeune pour utiliser le mot homme dans ta chronique. Pas du tout. L'homme au sens générique, ça implique la femme et même les trans. Vous voyez, on est très inclusifs, nous. Donc, pour poursuivre un peu la réflexion sur qu'est-ce que le conservatisme, mais parfois, on nous dit qu'il y a des partis conservateurs comme celui d'Éric Duhem ou celui de Pierre Poilievre. Mais étrangement, on pourrait dire que ces partis-là sont très peu conservateurs, en fait. Parce que, en fait, ces partis-là quand on regarde Éric Duhem, sa pensée, son discours, en fait, on est plutôt dans le libertarianisme. Donc, c'est un libertarien qui veut moins d'État. Le moins d'État possible, c'est le mieux. Donc, d'où vient cette idée? Bien, souvent, c'est parce que ça vient des États-Unis. Dans les années 1930, les conservateurs américains se sont alliés avec les libertariens pour prendre le pouvoir. Donc, ça a fini par percoler ici, puis on s'imagine qu'un conservateur, c'est quelqu'un qui est libertarien. Alors que ce n'est pas forcément ça. Même qu'il y a des conservateurs qui veulent un État, même un État-providence assez fort. Donc, pour moi, Éric Duhem, c'est plus un libertarien plutôt qu'un conservateur, même si ça peut se refléter sur les valeurs qu'il défend. Parce qu'on l'a vu dans son programme, il défendait la compatibilité civilisationnelle chez les nouveaux arrivants. Il a essayé de combattre notamment le fait qu'il y ait des drag queens un peu partout. Donc ça dénote un certain conservatisme. Mais en même temps, son souci, c'est toujours ce qu'il appelle l'équité intergénérationnelle. Puis là, à mon sens, on est plus dans des soucis libertariens. Mm-hmm. Même chose pour Pierre Poilievre. Même les conservateurs ontariens, c'est pas des gens qui vont forcément défendre une identité canadienne, une identité ontarienne, ou une culture ontarienne, une tradition. C'est plus des gens qui pensent à l'économie d'abord, puis qui veulent toujours assainir les finances publiques. Donc, on est plus dans un souci libertarien de la gestion politique, si on veut. Alors que le conservatisme est très divers d'un pays à l'autre. Par exemple, un conservateur québécois, ça peut être un nationaliste conservateur, qui défend, par exemple, ça peut être l'indépendance, le français, certaines valeurs nationales, une certaine tradition, une culture qui doit être transmise, une mémoire collective qui doit être transmise. Tandis que, par exemple, le conservatisme aux États-Unis, c'est autre chose. Tu sais, souvent, il y en a qui défendent plutôt le port des armes à feu parce qu'ils disent que ça fait partie de la tradition américaine, qui vont par exemple, s'opposer au mouvement trans. Par exemple, il y a toute une mobilisation en ce moment aux États-Unis pour faire des boycotts à l'endroit de Target, Bud Light, puis toutes sortes de chaînes comme ça parce qu'ils ont encouragé le mouvement trans. Donc, on voit que les priorités changent beaucoup d'un pays à l'autre. Et par exemple, même si on va en Iran, un conservateur en Iran, ça signifie que c'est un conservateur religieux qui veut voiler toutes les femmes. Donc, ça change beaucoup d'un pays à l'autre. C'est ça le paradoxe. Un conservateur change beaucoup d'un pays à l'autre. Parce que, tout simplement, la tradition d'un pays à l'autre est différente. Et l'un des soucis des conservateurs, c'est de préserver la diversité des cultures nationales pour préserver la diversité mondiale. Et dans le même sens, on souhaite préserver la biodiversité.
Donc, conserver la biodiversité du monde. Puis d'ailleurs, il faut savoir que les premiers écologistes, c'était des gens conservateurs. Parce que c'était l'avènement de l'industrie, du monde industriel. Et les premiers à s'opposer à la pollution, c'était des conservateurs qui disaient qu'il faut revenir à la vie paysanne. Il ne faut pas commencer à s'industrialiser. Il faut rester en harmonie avec la nature, avec le sol. Donc, c'était pas des gens de gauche au départ. C'était vraiment des conservateurs qui voulaient, même peut-être des réactionnaires, qui voulaient revenir à un mode de vie plus traditionnel. Ben, écoute, je ne peux que te dire encore une autre belle tranche d'histoire qui nous permettra de mieux débattre et de mieux utiliser les termes, le terme conservatisme, que de toute évidence, on galvaude pas toujours, on n'utilise pas toujours de la bonne façon. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie, merci beaucoup. Merci.